Chaque hiver, la tragédie se répète. Des centaines d'entre eux disparaissent, fauchés par le froid. Comment s'éteint dans la différence d'un monde qui a cessé de regarder. Et cette indifférence, cruelle en toute saison, devient plus insoutenable encore quand viennent ces fêtes de fin d'année. Ce rituel où l'on célèbre l'abondance, où l'on sacralise l'entre-soi, pendant que d'autres, par milliers, n'ont pour unique festin que la morsure du vent et la solitude pour convive. Alors j'ai voulu savoir, j'ai voulu voir, non pas du haut de quelques estrades, mais au plus près, dans la chair et dans l'ombre, qu'un jour, sans toi, sans le sou, livré à ce quotidien que tant ignore ou feignent d'ignorer. Une descente dans ce monde parallèle où la précarité est une langue, la violence un alphabet, et où la dignité est une bataille de chaque instant. J'y ai vu la fraternité trop souvent brisée, la souffrance toujours recommencée. J'y ai touché du doigt ce que signifie être en dehors de tout, dans une société qui pourtant ne cesse parler d'inclusion. Et j'en reviens avec cette conviction terrible, le plus glaçant, dans cette vie de rue, n'est pas le froid, c'est l'oubli. La nuit, ce moment où la ville, dans son arrogance de béton et de verre, se referme sur elle-même, où les avenues se vident, où les vitrines s'éteignent, où l'indifférence devient une muraille, plus impénétrable encore. Le froid s'infiltre dans chaque interstice, ronge les corps, assiège les âmes. C'est l'heure où l'on cherche plus à avancer, mais simplement à tenir, à trouver un abri, un porche, un recoin de métro, un morceau de trottoir encore tiède du jour passé. Chaque refuge a ses lois, ses non-dits, ses territoires jalousement gardés, ses dangers tapis dans l'ombre. Et moi, j'y entre. Ma première journée, je l'ai passée aux côtés de Johan, silhouette perdue dans une tornade de grêle et de pluie. Il parlait, il riait, bravage dans l'adversité, comme pour conjurer ce que je ne savais pas encore, que la nuit, la vraie, celle de la rue, n'a rien d'un sommeil. Que c'est un combat silencieux et sans témoin, contre le froid, contre la peur, contre soi-même. Et chaque nuit la même question, lancinante, brutale. Vais-je tenir jusqu'au matin? Car le froid n'est qu'un ennemi parmi d'autres. Il mord, il glace, il tétanise, mais il a cette honnêteté d'être ce qu'il est, implacable et prévisible. L'autre menace, plus insidieuse, plus sournoise, c'est les autres. Dès la première nuit, je le comprends. Ici, dans cette jungle de bitume et de silence, l'homme est rarement un frère. Il peut être un prédateur, un rival, un spectre aux intentions opaques. La loi du plus fort règne, souvent sans un bruit, dans l'ombre d'une ruelle, derrière une station de métro fermée, sous un porche que l'on croyait sûr. On dort d'un œil, on écoute les pas qui résonnent, on devine les silhouettes, parfois hostiles, parfois simplement désespérées. La rue n'a pas d'amis, seulement des alliances fragiles, des pactes temporaires, dictés par la nécessité et rompus au premier frisson de peur. Ici, l'isolement n'est pas un choix, c'est une précaution, une armure, car dans cette nuit qui n'en finit pas, le froid n'est pas toujours le pire des ennemis. De se faire attaquer quand on dort, tous les dangers qu'on peut imaginer dans la rue, ou se faire agresser, ou tic, ou tchac. Voilà, ça c'est le résultat. Pour une cigarette, j'ai pris un coup de couteau en céramique et le mec je l'ai jeté à travers un pont, il est tombé dans l'eau. La rue c'est violent et c'est méchant. Ouais. Je dors dans des endroits de hall où je peux, qu'il y a des caméras, de la lumière, du passage et tout, pour éviter les agressions, parce qu'on m'a déjà agressé plein de fois. Plus qu'une fois même. J'ai eu des expériences, genre un jour j'ai dormi devant Notre-Dame-des-Champs, il y avait à 4h du matin 3 personnes, un trop d'individus, ils étaient complètement bourrés, et une demoiselle s'est permis d'écarter son string et de me pisser dessus sur le visage, et ils se sont dit on va faire un SDF sur Instagram. C'est très compliqué, c'est très dangereux la rue en fait. Je explique, c'est la rue, il y a de la drogue, il y a des violences, il y a des vols. C'est super risqué la rue. Justement parce que je connais bien les codes de la rue et les codes de la rue c'est de ne pas se mélanger. Et c'est pour ça que j'ai peur pour un petit ami parce que j'ai dit il faut qu'on reste unis, faut pas qu'on se sépare parce que sinon on va pas tenir 15 jours avant de se faire agresser ou quoi que ce soit. Après voilà, j'ai 40 ans, je sais me défendre ou quoi que ce soit, mais oui c'est très dangereux. La nuit des fois il y en a qui viennent amocher, sous et qui cherchent la merde. Mais bon, moi je m'en écarte et pour ça, vous voyez, je suis tout seul. Je me mélange pas.
Les dangers, c'est de faire attention, c'est surtout la nuit, de ne pas s'exposer à des endroits trop passagers, ou alors les quartiers là où il y a trop de monde, se trouver un coin assez reculé des grandes lumières. Je cherchais un peu à me cacher, quoi. Mendier, un mot que je n'aurais jamais cru conjuguer à la première personne. Et pourtant, me voilà, assis sur ce trottoir, dos contre le mur, main tendue vers une foule qui ne me voit pas. Je découvre l'attente, cette étrange suspension du temps où chaque seconde pèse plus lourd que la précédente. L'attente d'un regard, d'un geste, d'un signe que l'on existe encore. Autour de moi, le flot incessant des passants, silhouettes happées par leurs écrans, par leurs urgences, par cette mécanique du monde qui tourne trop vite pour s'arrêter devant un homme assis. Il y a ceux qui accélèrent le pas, ceux qui détournent les yeux, ceux qui murmurent une excuse, qui ne me doivent pas. Il y a le mépris, parfois brutal, parfois glissé dans un soupir agacé. Mais il y a aussi, contre toute attente, ces éclairs d'humanité. Une pièce déposée sans un mot, un sourire furtif, une main tendue, hésitante mais réelle, des fragments de chaleur dans un univers glacial. Et moi, dans cette posture que je n'aurais jamais imaginée, je comprends que mendier, ce n'est pas seulement attendre de l'argent, c'est attendre un signe, une preuve, une infime reconnaissance du fait que l'on appartient encore au monde des vivants. Alors je fais un peu la manche pour manger, pas plus. Pour manger, des fois, si j'arrive à avoir 50 € dans la journée, je vais à l'hôtel. Je fais une nuit à l'hôtel, je me lave, je me rase et voilà. La solidarité, cette grande idée que l'on brandit comme un rempart contre la différence, a ses failles, ses faiblesses, ses zones d'ombre. Car là où il y a la misère, il y a aussi ceux qui savent en tirer profit. J'ai découvert, à Clignancourt, un trafic d'une brutalité cynique. Des sacs de couchage, des vêtements offerts par des associations, détournés, revendus, monnayés sur un marché parallèle où même la charité devient une marchandise. Ici, tout se vend, tout s'achète, même ce qui a été donné pour alléger la souffrance. L'aide détournée, transformée en profit dans un cycle pervers où les plus démunis sont exploités jusque dans leur détresse, c'est une réalité écœurante, un naufrage moral qui met en lumière l'impitoyable mécanique de la survie. Car la rue n'a pas de code d'honneur, elle n'a que des lois impitoyables, celles du plus fort, du plus rusé, du plus cynique. Et face à cela, la solidarité vacille, parfois impuissante, parfois trahie par ceux-là même qu'elle cherche à sauver. Donc il y en a, ils volent tellement de trucs qu'après vous les voyez à Clignancourt, malheureusement, marché des voleurs, on appelle ça, et ils vendent les produits par terre. Parce que c'est quand même des salles de couchage de Decathlon à 50 €. Donc quand les mecs ils font plusieurs maraudes, ils prennent 10 salles de couchage, ils arrivent à Clignancourt et les vendent 10 €. Voilà. Il y a un business qui est en train de faire Oui, c'est un gros business qu'ils font. Hein. Et il faut qu'ils arrêtent parce que vous êtes en train de tuer les associations, déjà d'une. Et en plus, vous êtes en train de tuer des mecs comme moi parce que comme vous n'avez pas de couchage, on reste comme ça toute la nuit. Dans la rue, la survie écrase tout, même la solidarité. Elle n'est pas ce lien sacré que l'on fantasme depuis le confort des salons. Elle existe, oui, mais fragile, intermittente, toujours soumise à l'impitoyable loi du manque. Car lorsqu'on n'a plus rien, tout devient une question de possession. Un sac, une couverture, un repas, autant de biens dérisoires pour le monde d'en haut, autant de trésors dans l'abîme de la précarité. J'ai appris à mes dépens que dans cette guerre silencieuse, les ennemis ne sont pas toujours ce que l'on croit. Les sans-abri se volent entre eux, non par cruauté, mais par nécessité. On dort d'un œil, on cache ce qui peut être pris, on se méfie sans le dire, sans l'avouer. Il n'y a pas de trahison, simplement un instinct de survie qui écrase toute autre considération. Et dans cette jungle où l'on survit plus qu'on ne vit, l'homme n'est pas toujours un frère. Et je me suis agressé cette nuit. Cette nuit, je dormais tranquillement. J'étais vers les Folies Bergères. Voilà. Et j'ai dormi au-dessus dans une petite rue. Je connais un petit restaurant qui ferme tard. Donc j'ai attendu qu'il ferme. Il était 1h du matin, je me suis allongé pour dormir, comme j'ai pu. À 3-4 h du matin, je pense, un fou est arrivé avec une pipe de crack dans la bouche et un cutter. Et m'a dit, si tu donnes pas ton sac de couchage, je te plante. Donc voilà pourquoi ce soir, j'ai plus de sac de couchage non plus. J'ai dû les donner parce que tellement que je suis papa d'une fille de 8 ans et je veux pas risquer ma vie. Ça fait combien de temps que tu l'as pas vu ta fille? La dernière fois, j'ai mis ma tente juste là, vous voyez. J'ai réussi à avoir une nuit d'hôtel. Donc j'étais à l'hôtel, j'ai laissé ma tente sans affaires précieuses, mais avec mon duvet, un sac de linge. Je suis revenu, j'avais plus de tente. Elle était rangée parmi les autres. Donc j'ai été les voir, je leur dis c'est pas bien ce que vous faites, c'est à moi. Et c'est ça les codes de la rue. Et j'ai dû montrer les dents un peu. J'ai récupéré ma tente. Là ça fait 3-4 jours, plus personne n'y touche. Mais
Je surveille et je laisse aucune affaire précieuse. Moi, je suis pas violent, je suis même pacifiste, je suis positif et je suis pas quelqu'un qui cherche la bagarre ou quoi que ce soit, mais malheureusement, des fois, faut montrer les dents. Outre la violence de la rue, un autre fléau, silencieux mais ravageur, qui trouve dans la drogue, et en particulier dans le crack, un accélérateur de chute. Un engrenage infernal dont on ne revient que rarement. Le crack ne se contente pas de briser les corps, il consume les esprits, il dévore la volonté, il transforme l'homme en spectre. Dans la rue, il n'est pas seulement une substance, il est une malédiction. Une mécanique implacable qui enferme ce qu'il touche dans un cercle vicieux où la survie n'est qu'une succession de jours et de nuits indistincts. Où la violence devient une langue commune, où l'urgence du prochain shoot efface toute autre nécessité. Drogue des oubliés, des relégués, des invisibles, il rôde, il s'infiltre, gangrène tout ce qu'il touche, alimentant un chaos dont personne ne veut parler, mais qui façonne pourtant la réalité des trottoirs que l'on évite, de ces visages que l'on ne regarde plus. C'est cela la rue, dans sa version la plus crue. Non plus seulement un combat contre la faim ou le froid, mais surtout contre soi-même. Une descente en apnée, un naufrage auquel plus personne ne tend la main. Ah oui, la drogue elle est très, il faut faire attention entre la drogue, les médicaments, tout ça, les Subutex, la morphine. J'en connais pas parce que moi j'en prends pas tout ça, mais je vois beaucoup de gens acheter des plaquettes. Rien qu'à la gare du Nord, derrière la gare du Nord, il y a un gros business de ce qu'il est Starax, amphétamine, opium, qu'est-ce qu'il y a encore Subutex, voilà, tous ces trucs-là. Voilà. Mais le crack est très présent. Malheureusement, c'est pas pour flinguer Paris. J'aime pas ça. Paris reste. La France est belle. Mais c'est-à-dire que après, on peut pas leur vouloir ces gens-là. Mais c'est vrai que on m'a proposé, j'ai eu la chance de dire non, parce qu'on m'a fait croire ça pour du CBD dans une pipe, mais c'était pas du CBD. Et toute la nuit, on a essayé de me faire fumer cette merde. Mais j'ai toujours refusé. Heureusement que je suis fort de caractère et lui dire non. Heureusement, parce que ça va très vite dans la rue. Quand on est dans la rue, on peut avoir 2 minutes on est malheureux dans sa tête et tout, et là on peut partir dans ce délire-là. Ils vont pas bien parce qu'après ils pètent les plombs, voilà, ils agressent tout le monde, ils peuvent venir très agressés, très même agressifs, avec des cutters, des objets, mais très dangereux, ça peut être très dangereux. 3 mois avant que je sorte de Fleury, je vais voir le SPIP et le SPIP, je dis, il me faut une adresse, il me faut un truc. Il me trouve une adresse, vous savez où? Au boulevard Ney, 16 boulevard Ney. Et juste où tout le monde vend du crack. Même les mecs qui rentrent dans l'association pour demander à des gens s'ils veulent pas un caillou ou machin et truc. On pourra pas arrêter ça, on peut rien faire. On peut rien faire en soi, on peut rien faire. C'est un fléau, on peut rien faire. Les femmes se prostituent, les hommes se prostituent pour le crack. C'est vraiment, c'est chaud. J'ai fumé du crack, j'ai fait n'importe quoi. Ici à 2h du matin, il y a des crackers partout. Comme la plupart des clochards qui font la manche pour chercher des 8-6 dans la bière. Moi je bois quasiment pas d'alcool. On est tout le temps tenté à la rue de prendre de la drogue. Et je parle pas de drogue dure, genre cannabis ou quoi, c'est drogue dure là. Face à cette détresse, un espoir, le 115. Ce numéro d'urgence, censé être une bouée de sauvetage pour ceux que la ville a abandonnés. Une lueur d'espoir en théorie. En pratique, un mur. Une ligne saturée, une attente interminable. Une voix mécanique qui répète inlassablement qu'il n'y a plus de place. Ce numéro, je l'ai appelé, encore et encore, en vain. Bonjour, vous avez composé le 115, numéro d'accueil des personnes sans abri. L'équipe du 115 est là pour vous informer et vous orienter. Merci de patienter, nous allons prendre votre appel. Hello, you have reached the 115. Le 115, le truc qu'il y a à 115, c'est parce que sur Paris, il y a beaucoup de monde. On peut pas leur en vouloir non plus. Et qu'est-ce qui se passe? Mais le 115, vous savez, vous téléphonez au matin, voilà, ils vous disent rappelez au soir, il n'y a personne, ils répondent pas, ou ils vous disent carrément, malheureusement on dit dire ça, mais c'est la vérité, aujourd'hui on ne travaille pas. Bon, ok. Et les ramassages, j'ai été ramassé en 400 jours une fois. À 3h du matin pour me faire ressortir à 10h du matin. C'est tout ce qu'on m'a offert. Étant donné que je suis pas de la région, j'ai appelé le 115, on a fait tout ce qu'il fallait pour... on a essayé pour avoir un toit la nuit, un hôtel ou un hébergement. Sauf que comme on n'est pas domicilié à Paris, il faut une élection de domicile pour avoir un hébergement. Donc vous voyez déjà quand il y a des médecins qui proposent l'Hôtel Dieu aux sans-abri. J'y suis allé, mais comme j'étais pas domicilié ici, on m'a dit non, voilà, c'est pour ça que j'ai acheté une tente. Durant ces quelques jours à côtoyer la misère, la faim, la peur, le froid,
J'avais sans même m'en rendre compte instauré un rituel, un ancrage, un échappatoire. Chaque matin, un refuge discret, presque secret, où la rue, l'hostilité, l'indifférence semblaient s'effacer l'espace d'un instant. Les bains-douches. 20 minutes d'eau chaude, un luxe insoupçonné lorsqu'on vit dehors, un privilège dérisoire et pourtant essentiel. L'eau coule, la chaleur s'infiltre dans la peau transie, dénoue les muscles ankylosés par des nuits sans sommeil, lave la fatigue autant que la crasse, un répit, une parenthèse arrachée à la brutalité du quotidien. Ici, on ne lutte plus. Ici, on existe autrement. Se laver, raser cette barbe qui trahit l'errance, changer de vêtements, qui pourtant redonne forme à ce que la rue a effacé, la dignité. Pendant ces 15 jours d'errance, j'ai eu la chance de vivre une parenthèse inattendue, un moment suspendu, presque irréel, au cœur de cette existence de bitume et de solitude. J'ai passé mon réveillon de Noël avec l'Armée du Salut. Dans une salle bondée, autant de longues tables dressées pour l'occasion. Ils étaient là, des sans-abri, des personnes isolées, des familles brisées par la précarité, des visages marqués par l'épreuve, mais pour une nuit, réunis, réchauffés, presque sereins. Un repas chaud, des rires, des conversations qui s'échangent, un semblant de normalité retrouvée. Une bulle de chaleur humaine, précieuse, dans un quotidien glacial. Alors moi, je m'appelle Mathilde et je suis officière de l'Armée du Salut. Officière de l'Armée du Salut, c'est quelqu'un qui est engagé en plein temps à l'Armée du Salut, qui est comme un pasteur à l'Armée du Salut, donc il y a des communautés religieuses, etc. Et la spécificité de l'Armée du Salut, c'est que c'est une église qui veut particulièrement tendre la main aux plus démunis, à ceux qui en ont le plus besoin, des personnes qui n'ont pas de quoi se loger ou de quoi se nourrir ou qui sont isolées ou seules. On accueille environ 300 personnes pour fêter Noël, pour partager un bon repas, des animations. Il y a des choses pour les enfants, des cadeaux, il y a des animations pour les grands. Enfin, voilà, c'est la fête. On accueille toutes les personnes qui demandent, qui ont besoin. Peu importe d'où elles viennent ou ce qu'elles croient ou les partis politiques qu'elles suivent, tant qu'il y a le besoin, c'est la personne elle-même qui nous intéresse. Peu importe la religion, évidemment. Pour ceux qui le veulent, on passe aussi de table en table et on explique aussi ce qui nous anime, ce que c'est Noël pour nous. La venue de Jésus-Christ, qui est venu nous montrer l'amour du Père, nous tendre la main, échanger les vies. En tout cas, il a changé la mienne. Et ça, je ne veux pas le garder pour moi, je veux pouvoir le partager, que d'autres personnes puissent en bénéficier. Pendant quelques heures, j'ai oublié la rue, oublié le froid, la peur, l'errance. J'étais simplement un homme parmi les autres. Mais toute parenthèse finit par se fermer. Minuit passé, la fête s'achève. Il faut partir. On enfile son manteau, on reprend son sac. Dehors, la nuit attend. Le froid mord. Noël est terminé, et la rue reprend ses droits. Ces quelques jours m'ont révélé une réalité plus âpre que je ne l'ignorais. La rue n'est pas qu'un lieu de misère, c'est un écosystème, avec ses codes, ses violences, ses injustices, mais aussi parfois des élans d'entraide. On y survit plus qu'on y vit, on s'y méfie plus qu'on ne s'y lie. Un monde dur, impitoyable, mais où l'humanité, malgré tout, n'a pas totalement disparu. J'ai eu une très bonne situation dans ma vie et je sais que ça reviendra. Là, c'est une étape. J'ai tout fait, hein. J'ai un CAP, BEP, plâtrier et plaquiste. J'ai fait du dallage, du carrelage, j'ai fait de la plonge, j'ai fait de la restauration. Je prends tout ce qu'il y a à prendre. J'aimerais bien retrouver ma vie d'avant, quoi. Voilà, avoir mon propre appartement à moi, être autonome. Là, je vais m'en sortir, trouver un métier et puis avoir mon appartement, quoi, comme tout le monde devrait le faire. Il va falloir faire bouger les choses. Il faut faire bouger les choses en France. Moi, je vois des gens de 60 ans, 70 ans, qui ont des retraites de 400 €, qui sont en train de crever dans la rue. C'est horrible, c'est horrible. Les émissions de télé, là, les chroniqueurs et tout ça, on s'en fout de Macron et tout. Le problème, il n'est pas là. Invitez-nous, proposez quelque chose de bien. Il va falloir que ça bouge. Il faut que ça bouge. Il y en a marre de voir des gens à la rue. Sur ce, les Français, à tous ceux qui ont du mal, je vous souhaite tout le meilleur du monde. Lâchez rien, hein, que Dieu vous garde. Ne tombez pas dans les mauvais pièges, ne tombez pas dans les additions. Il faut garder l'espoir, surtout garder l'espoir. Que Dieu bénisse à tous les gens de la rue. Amen. En cette France, que l'on dit patrie des Lumières et des droits de l'homme, ils sont plus de 300 000, aérés, sans toit, condamnés à une existence spectrale dans les marges de nos villes. Silhouettes anonymes que l'on croise sans voir, que l'on fuit sans vraiment fuir, ce sont eux, ce sont les invisibles.